Israël vote mardi un test politique pour Benjamin Netanyahou. On en parle dans le grand angle avec Dov Alphon, correspondant du journal Haaretz à Paris et auteur d'Unité 8200, un thriller sur les services secrets israéliens. Bonjour Dov Alphon. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le correspondant à Paris du grand quotidien israélien Haaretz. C'est un quotidien de gauche, on peut dire? On peut le dire, oui, absolument. On peut le dire. Il ne se manque pas de le rappeler chaque jour. Donc qui va fêter bientôt ses 100 ans. Absolument. Et donc vous êtes le rédacteur, vous avez été le rédacteur en chef et donc aujourd'hui correspondant à Paris. Alors votre premier roman, vous signez votre premier roman, Unité 8200. Alors c'est marqué 8200, mais on dit 8200. Expliquez-nous pourquoi. Je pense que c'est une méthode pour comprendre qui s'y connaît et qui ne s'y connaît pas. Donc même dans l'armée israélienne, si quelqu'un lit un document et dit dans une réunion l'unité 8200 déclare, on comprend tout de suite qu'il n'y connaît rien. Il faut dire 8200. Alors vous justement, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est un univers que vous connaissez bien puisque vous êtes un ancien officier des services secrets israéliens, mais pas dans cette unité. Si, absolument. Ah, dans cette unité. Dans cette unité précisément. Ah oui, donc vous étiez au sein des saints parce que c'est... Voilà, je parle de ce que j'écris de ce que je sais. Connaissez, ouais. Et donc, j'étais officier de renseignement de l'unité 8200, absolument. Officier très jeune. Comme tous les... Vous savez, c'est donc ce système où à 18 ans, on entre dans l'armée, dans un service militaire obligatoire, ouais. Et on peut être officier à 20 ans. Ouais. Quand j'avais 22 ans, j'avais un budget annuel de 5 millions de dollars, ouais. Ce qui ne m'a pas été donné après, même quand j'étais rédacteur en chef d'un journal. Ouais. Donc, on a des responsabilités incroyables à un très jeune âge. Après, vous étiez lieutenant, puis vous êtes devenu capitaine, et puis vous êtes devenu major. Exact, oui. Ouais. Oui. J'ai fait tout là-bas. Ouais. J'ai pensé que ce serait intéressant de raconter un peu. Alors, quand on lit votre livre, on a l'impression d'être vraiment au cœur des services secrets israéliens. J'espère bien, oui. J'imagine qu'il y a quand même des limites à la transparence. Oui, si vous voulez, ce qui m'a semblé important, c'est d'abord le fait que tous les romans d'espionnage que je connais sont sur des unités très importantes qui s'appellent Human Intelligence. Donc, ce sont des agents secrets. Ils vont prendre quelqu'un en filature, ils ont une voiture, ils conduisent dans Paris, ils espionnent, mais ils sont seuls, comme bien sûr James Bond, George Malier, etc. Mais 90% aujourd'hui des renseignements sont fournis par des unités qui sont basées sur des algorithmes, sur des ordinateurs. Et 8200 était précurseur là-dessus. Et donc, ça m'a semblé bizarre que la fiction continue de parler de services de renseignement comme le Mossad israélien ou le Bureau des légendes français, qui en fait perdent de plus en plus de leur importance. Et donc, j'ai trouvé bon de parler de ce qui se passe. Le travail au quotidien a changé. Oui, absolument. Le potentiel est énorme, énorme. Un mot, une parenthèse. Comment parlez-vous aussi bien français? Merci. Alors, j'ai grandi à Paris et donc ce n'est qu'à l'âge de 11 ans que j'ai quitté la France pour Israël suite à un incident antisémite dans la compagnie où mon père travaillait. Et donc, j'ai toujours un peu cet accent un peu parisien et j'ai aussi cette distance France-Israël. Et puis aujourd'hui, vous travaillez à nouveau en France. Voilà, donc je suis un peu des deux. Alors, dans votre livre, il y a un jeune Israélien qui disparaît à son arrivée à Roissy. La police française enquête avec les services israéliens. Le jeune homme est retrouvé mort. L'enlèvement ou la disparition d'un citoyen israélien pour les services secrets, c'est ce qu'on appelle une priorité? C'est évidemment une priorité. Je pense que ce serait la même chose pour la France si un citoyen français disparaissait soudain d'un aéroport d'une capitale occidentale comme Londres ou à son atterrissage à Francfort. Mais là, bien sûr, c'est plus compliqué que cela, vu que c'est un roman d'espionnage. Et tout de suite, c'est l'engrenage. J'ai essayé d'écrire ce que Ian Fleming, l'écrivain des James Bond, disait, c'est pour des gens qui sont in plane, in train or in pain. Je traduis, c'est des gens qui sont dans les airs, en ferroviaire ou sur une civière. Enfin, il est impossible de le lâcher, d'après lui, et j'ai essayé de faire de même. C'est à peu près ça que vous réussissez très bien, en tout cas. Merci. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre, mais on plonge dans la mafia chinoise qui poursuit un hacker, justement, on en parlait, israélien d'origine russe, sur fond d'un énorme trafic de drogue. Le tout décrit avec beaucoup de précision, de détails. C'est un roman qui vous a occupé longtemps. Vous avez beaucoup de travail de recherche, de documentation? Le premier chapitre
chapitre a été écrit, je l'ai écrit quand j'ai quitté l'unité 8200, donc il y a plus de 20 ans de cela. Et donc, oui, cela m'a demandé un certain temps, puisque ça a pris 20 ans. Ça a pris 3 ans d'écriture jour au jour. Je suis content du résultat. Il a été, les droits ont... D'abord, c'est fut un très grand best-seller en Israël. Oui, parce qu'il est sorti il y a 2 ans, je crois, en Israël. Hein. Oui. Donc là, ça m'était important. Ça m'était important de vérifier ça. Et il est traduit en 12 langues. Dans 12 langues. Ouais, donc, je suis assez content du résultat. Et alors, je voulais en parler à la fin, on peut en parler maintenant. Ça va peut-être devenir une série télé, d'ailleurs. Ça va devenir une série télé, vu que c'est une coproduction française-israélienne. Hein. C'est les Israéliens, c'est Keshet, qui ont fait, entre autres, False Flag et Khatoufim, qui a donné Homeland, qui sont des séries très connues. Mais la compagnie française est Elephant Group, qui est très connue en France aussi. Donc, j'espère moi, j'ai hâte de voir ça, parce que, bien sûr, je ne fais pas partie de ça. J'ai écrit le livre, et maintenant, je suis très curieux de voir ce que les scénaristes vont en faire. Il va vivre une autre vie. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on comprend en lisant le livre qu'il y a beaucoup de services de renseignement en Israël. Parfois trop, peut-être, non? Il n'y a pas toujours... Une bonne question, oui. Vous savez, c'est un grand classique des romans d'espionnage, parce que ça traite tellement à la vérité, de voir des guerres intestines, des guerres fraternelles entre services de renseignement d'un pays. Vous parlez de la mort de Rabin, par exemple, en 1995, exactement. Alors qu'il était censé être protégé par les services... Par le Shabak, par le service de sécurité intérieure, qui a reçu un coup terrible face à cet échec. Et donc, ça m'a semblé naturel, d'abord parce que c'est ce que j'ai vécu, et après parce que c'est un grand classique. En France, ça doit exister, je ne m'y connais pas, mais dans tous les romans de John le Carré, il y a bien sûr un autre service, et Len Dayton, c'est la même chose, c'est ce qui arrive vraiment. Malgré ce que vous venez de dire, vous pensez toujours que les meilleurs services secrets au monde, ce sont les services israéliens? Franchement, je le pense. Pourquoi? Face à leur budget d'abord, parce que la NSA donne de meilleurs résultats, la NSA américaine. Vous travaillez beaucoup avec eux d'ailleurs, enfin, les services. Absolument, absolument. D'un autre côté, je pense que cette jeunesse, donc, puisque les opérateurs de l'unité 8200 ont entre 18 et 26 ans à tout casser. C'est quelque chose qu'aucun service secret dans le monde n'a. Et ça donne quelque chose, ça donne dynamisme, efficacité. Un dynamisme, une efficacité, très au courant bien sûr de toutes les dernières technologies, et aussi ils n'ont peur de rien. C'est comme ça, hein. Donc ça donne des résultats qui ne pourraient pas avoir lieu dans d'autres pays. Alors, il y a des personnages politiques dans le livre et des ministres, etc. Il y a le Premier ministre israélien aussi, qui n'est pas nommé, mais qui ressemble, on peut le dire, étrangement à un qu'on connaît bien, c'est Benjamin Netanyahou. Oui, c'est sûr que je pense que comme c'est le Premier ministre qui a le plus influencé la trajectoire israélienne depuis Ben Gurion, il aurait été ridicule de ma part de faire un portrait robot de Barak. De toute façon, il est là depuis 13 ans pratiquement. Hein, exactement. Ce n'aurait pas été naturel. Donc, il ressemble étrangement, effectivement, au Premier ministre Netanyahou, avec tout ce que cela se comporte. Ouais, alors, parlons justement de l'actualité en Israël. Il va y avoir des élections mardi, des élections importantes dans votre pays. Quel est votre pronostic ? Alors, d'abord, vous l'avez dit d'ailleurs dans le reportage, mais il était incroyable, effarant de constater que 20% des électeurs disent qu'ils ne savent toujours pas pour qui ils vont voter, mais ils vont voter. Alors que dans d'autres pays, quand des électeurs disent « je ne sais pas pour qui je votais », généralement, ils vont rester chez eux. Et là, donc, on va assister à des décisions de dernière minute, ce qui rend les sondages et les pronostics, même d'anciens espions, très difficiles. Oui, mais quand même. On a l'impression que Netanyahou, cette fois-ci, ne va pas avoir la majorité simple. Ça lui a déjà été arrivé. Ça ne l'a pas empêché d'être chef du gouvernement, puisque le système électoral des coalitions fait que s'il arrive à rassembler la droite, il sera Premier ministre, même s'il est battu par le général Gantz. Vous pensez que ce sera plus facile pour lui de former une coalition que pour Benny Gantz? Ça, c'est sûr, puisqu'il y a énormément de partis de droite qui ont toutes les chances d'entrer au Parlement. Donc même si Benny Gantz arrive en tête en nombre de sièges, Netanyahou pourrait quand même rester Premier ministre parce qu'il pourrait former une coalition plus facilement. Ce qui peut définitivement faire jouer la carte Gantz, c'est qu'il ait une différence de mandat, disons, de 4 à 6 mandats, ce qui fait à peu près 3 à 7%. Dans ces cas-là, beaucoup de partis du centre vont se dire, bon, on ne va pas rester avec Netanyahou quand même, alors que ce mec a une différence pareille, et Gantz peut commencer à négocier avec eux. Ce ne sera pas, en aucun cas, un gouvernement de gauche. Si il y a des gens qui forment l'espoir
que si Netanyahou ne passe pas, ce sera un gouvernement ouvert à la paix où les Palestiniens auront droit à leur État. Je leur dirais de ne pas être trop optimiste pour ne pas avoir une grande déception. Benny Gantz, c'est un centriste? Je dirais que c'est un centre presque gauche dans les rapports israéliens de nos jours, mais il va être forcé d'avoir une coalition. Et cette coalition risque d'être centre droit, sinon plus. Et donc nous allons voir. Maintenant, si bien sûr, en fin de compte, les 20% décident qu'ils en ont marre de Netanyahou et votent pour Gantz, il aura toutes les clés pour faire un gouvernement de centre. Vous venez de le dire, Benny Gantz est un ancien général. Oui. Et malgré tout, pour les partisans de Netanyahou, celui qui incarne le mieux la sécurité d'Israël, c'est Netanyahou, et pas le général Gantz. Vous savez, le populisme a quelque chose de complètement dingue, en ce sens que même aux États-Unis, George Bush pouvait dire que c'est un trait, ou des gens qui n'ont pas fait l'armée, même son vice-président, se présentaient comme un sécuritaire, alors que le mec des démocrates était avec un ancien général. Netanyahou, c'est un populiste? Bien sûr, mais bien sûr, il a inventé un nouveau populisme du 21e siècle. Il s'y connaît très bien en nouvelles technologies, d'ailleurs. Ses réseaux sociaux sont parmi les meilleurs du monde aussi, sa page Facebook et tout ça. Donc, c'est un populiste qui sait très bien où le vent va tourner. Maintenant, il est en plein à droite toute pour essayer de vider les votes, de les prendre. Il a d'ailleurs annoncé qu'il pourrait annexer certaines colonies de Cisjordanie. Vous voyez, hier. Pourquoi il ne l'a pas fait pendant 16 ans? Il n'est pas fou. Il le déclare. C'est un maître de la survie politique. Un maître de la survie politique dans le monde entier. Il n'y en a pas deux comme lui. Et donc, il y avait Berlusconi avant. Il pourrait être inculpé dans les prochaines semaines s'il n'est plus Premier ministre. Alors, s'il n'est pas Premier ministre, il va en prison. C'est assez clair. Parce que c'est quand même 4 chefs d'accusation. Il est très rare d'en sortir. Par contre, si le Premier ministre, il peut commencer à faire des lois, qu'il appelle d'ailleurs lois françaises, où on ne peut pas juger un Premier ministre en titre. Ce qui, pour l'instant, cette loi n'existe pas en Israël. Un dernier mot, on y a touché tout à l'heure, c'est l'état de la gauche israélienne. Comment se fait-il que la gauche israélienne soit aussi faible aujourd'hui? Je pense que l'échec des accords d'Oslo a complètement détruit le cœur même... L'accord de paix avec les Palestiniens. Oui, les accords historiques de paix entre Ehud Barak et Yasser Arafat. L'échec de cet accord a complètement enlevé les fondations même de la gauche israélienne et a donné un coup, un élan énorme à la droite israélienne, puisque la droite a toujours déclaré que les Palestiniens, une fois qu'on leur donnera ce qu'ils demandent, ça se retournera contre vous, vous êtes des naïfs, etc. Pour eux, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a d'autres narrations, mais pour eux, c'est ça qui s'est passé. Et c'est ainsi l'état de la gauche est effectivement effarant. Merci beaucoup, Doval Font. Unité 8200, c'est chez Liana Lévy. Et puis, merci d'être venu parler de l'actualité israélienne dans le 64 minutes. Merci beaucoup.